nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Des malfrats spécialisés dans le vol à main armée et de vente d'armes dans les mailles de la police, ils ont été présentés à la presse aujourd'hui. Neuf décès sur 289 cas de choléra détectés au Bénin. Les autorités béninoises sonnent la mobilisation générale pour freiner cette épidémie. Et puis bientôt la construction d'un pont reliant Paou Tori à Lada. Un dispositif transitoire est prévu avant la réalisation de l'ouvrage. Une mission d'inspection est allée vérifier l'évolution du chantier. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction du commissariat central où la lutte contre la criminalité se poursuit au Bénin. 3 divorcés de la loi pris en flagrant délit de vol à main armée et de vente d'armes et de munitions, c'est hors la loi, vont s'expliquer aux autorités compétentes. Mais avant, ils ont été présentés à la presse ce mercredi. Les responsables de la police nous livrent ici le mode opératoire. C'était au commissariat central de Cotonou. Ils sont au micro de Francis Faton et Marie-Louise Perrin. Le général de police Idrissou Moukaïla et le commissaire central de la ville de Cotonou ont été informés qu'une bande dont la loi allait s'en prendre à un riche opérateur économique vers Vodjeraï. Une équipe mixte a été mise sur pied, constitué des éléments de la Biéry Cotonou et des éléments du commissariat de Vaudien. Nous étions sur les lieux ce jour-là, le mercredi passé, le mercredi 31 août, quand les deux individus que vous voyez, l'un en jaune et l'autre en boba bleu, ont pénétré la maison de la victime armée. Nous avons découvert sur celui qui est en boba bleu une arme chargée de munitions, un couteau, des fils de fer, du scotch et ce ceinturon pour militaire. Il déclare qu'il aurait pris ça auprès d'un frère gendarme. Nous avons découvert chez celui qui est en tenue jaune aussi un couteau, du fil de fer et du scotch. En ce qui concerne le second point, c'est ce jeune qui cherchait de clients pour vendre 2 armes. L'arme que vous voyez ici, le revolver de marque américaine de 5 munitions et une AKM avec la collaboration du commissaire central de la ville de Calavi. Et de ces éléments, nous avons pu mettre la main sur lui. Le mardi 5 septembre 2016, nous avons poursuivi les investigations et nous avons constaté que 2 munitions ont été déjà utilisées des 5 ans que portait l'arme. Les mêmes investigations ont été toujours poursuivies et nous avons découvert dans sa maison 28 munitions d'armes perversionnées, c'est-à-dire l'AKM, l'arme la plus redoutable, et une autre munition d'une arme appelée pistolet Star. Il n'a pas voulu collaborer pour nous dire où se situe l'AKM et le pistolet Star. Quittons le commissariat pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le directeur général de l'ORTB a effectué ce matin une visite à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Georges Ablon est allé faire part de sa vision pour la rénovation de l'ORTB au président de l'institution. D'autres personnalités ont été également reçues par le président Adam Bonitessi. Le point avec Aurélie Sauton. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin fait peau neuve bientôt. La direction générale de l'Office a choisi d'accorder la primeur de cet important changement à venir à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais au-delà de cela, Georges Amelon dévoile sa vision. Nos missions d'information, d'éducation et de divertissement nous tiennent plus à cœur que jamais. Et c'est ce que nous avons la ferme intention de réaliser en lançant dès le 15 septembre prochain une rentrée audiovisuelle. Nous voulons présenter un nouveau visage
à l'ensemble de nos concitoyens. Il a par ailleurs sollicité le soutien de la HAC pour une indépendance financière de l'Office. Notre plaidoyer est qu'à terme, une loi soit prise à l'Assemblée sur le financement des médias publics de façon générale et de l'ORTB en particulier. Le représentant résident du PNUD a précédé le directeur général de l'ORTB à la HAC. La coopération entre les deux institutions a été la principale question abordée au cours de l'audience. Cet échange nous a permis également de pouvoir faire le tour d'horizon de tout que le PNUD a pu apporter donc à la HAC durant les élections précédentes, mais également aussi sur les perspectives de cette coopération. Parlons de cette alerte, le choléra, 289 cas de choléra détectés avec 9 décès au Bénin, un bilan qui a suscité le déplacement du ministre de la Santé, du préfet du littoral et des autorités municipales avec quelques centres de santé de la ville. Diane Rosette Amosso et Monique Torrent pour plus de précisions. Assainir son environnement et se rendre à l'hôpital dès les premiers signes diarrhéiques. C'est le message fort porté par le ministre de la Santé et sa délégation lors de leur descente dans quelques centres de prise en charge des malades du choléra à Cotonou. Le conseil que nous avons à prodiguer aux populations, c'est d'améliorer leurs conditions de vie, c'est-à-dire de respecter les mesures d'hygiène et d'assainissement, notamment vivre dans un environnement sain, se laver les mains avant de manger, boire de l'eau potable. Nous avons demandé aux élus locaux de jouer pleinement leur partition, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre les malades dans les hôpitaux et de les traiter. Il s'agit d'aller voir leurs conditions de vie et de les amener à améliorer leurs conditions de vie, à respecter les règles d'hygiène. Après la visite du centre de santé d'Aïla Wadje et d'un rescapé du choléra à Roakome, cap a été mis sur le centre de santé d'Aïdjedo. Avec 61 cas enregistrés, cette zone vient en tête des statistiques sur le plan national. À cet effet, une séance de sensibilisation des chefs quartiers s'est avérée nécessaire. Pour le préfet du littoral, les efforts d'éradication du choléra doivent être conjointement consentis par l'État et les populations. Les compatriotes doivent comprendre aujourd'hui que la lutte que nous menons contre l'insalubrité est dans leur intérêt. C'est l'occasion d'appeler l'attention, n'est-ce pas, de ces populations sur le fait que malgré les efforts du gouvernement à les sauver de cette épidémie, à les accompagner, à les soigner gratuitement, il faut le souligner, ces efforts seront toujours vains si elles continuent de vivre dans l'insalubrité. Signalé en août dernier, l'épidémie du choléra continue de sévir au Bénin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 25 cas de choléra sont enregistrés par jour depuis le 1er septembre. La prise en charge est gratuite, mais la meilleure arme d'éradication de ce mal demeure la prévention. Allongeons le canal vers le septentrion du Bénin. La montée des eaux du fleuve Niger fait déjà des dégâts dans la commune de Malanville. Nouroudine Safara et Olvega Mensan nous ont ramené les images d'un phénomène devenu régulier dans la commune de Malanville. Regardez. Les instruments servant à mesurer la hauteur de l'eau quasiment engloutie, des cultures envahies et des habitations inondées. Pourtant, il y a de cela quelques semaines, l'eau était éloignée. L'endroit que vous voyez ici, là, c'est un endroit qui était sec il y a 3 semaines. Mais avec le débordement du fleuve Niger, l'endroit est complètement englouti par l'eau. La montée des eaux du fleuve Niger n'est pas liée à la pluviométrie. Plusieurs autres paramètres expliquent le phénomène. La première cause, c'est qu'il y a comblement du fleuve. Beaucoup de sable à des endroits très ciblés. Deuxième cause, depuis un certain temps, la République du Niger a construit sa digue de protection. Et, pour comme de malheur, les Nigériens sont en hauteur
nous sommes en bas. Et quand l'eau vient, ça court directement vers l'endroit qui n'est pas protégé. Le troisième motif, c'est quand il pleut au niveau du sud par rapport à Malanville. Je parle des régions du Borgou, de la Donga et de la Takora. Nous avons des fleuves comme la Sota, la Libori, la rivière Mekrou. Quand c'est plein, ça se jette dans le fleuve Niger. Quatrième raison, c'est qu'au niveau du Fouta Djallon et du reste de la région du Mali, situé dans la région du fleuve Niger, quand il pleut, ça draine suffisamment l'eau. Et comme rien n'a été fait, ça nous met en situation difficile. Les riverains du fleuve Niger ne sont pas prêts à quitter la zone souvent inondée car ils tirent l'essentiel de leurs revenus de ce fleuve. Ça ne va pas. On souffre. Vous voyez, là où on est habitué, pour se déménager, c'est difficile. Si moi je trouve un remblai, je préfère rester au bord de l'eau. Je bénéficie de l'eau là aussi. Les pluies diluviennes qui s'annoncent dans la Libori dans ce mois de septembre ne vont pas arranger les choses dans la commune de Malanville. La COP22 déjà sur les lèvres, les élus locaux d'Afrique se préparent pour la COP22, un rendez-vous sur les changements climatiques qui se tiendra à Marrakech au Maroc en novembre prochain. En prélude à cet événement, les élus locaux et régionaux se concertent à Cotonou à la faveur d'un forum. Objectif porté d'une même voix, les besoins du continent. Le secrétaire général de l'association Cité et Gouvernement d'Afrique donne plus d'explications au micro de Héloïse Winator et Monique Toron. Nous avons affirmé à Paris que l'agenda du climat ne peut pas être gagné sans l'apport indispensable des collectivités territoriales. Une des choses qui est sortie très clairement de Paris, c'est que les pays qui sont à l'origine des dérèglements climatiques pour avoir émis inconsidérablement des gaz à effet de serre ont accepté de mettre en place un fonds vert climat doté de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ce fonds vert climat, ils ont admis que la moitié serait pour l'atténuation du réchauffement climatique et l'autre moitié serait pour l'adaptation aux effets du dérèglement climatique. Et sur ces 50 milliards d'adaptation, ils ont admis que 50% irait vers les pays les moins avancés, dont l'Afrique. Nous avons rappelé que pour l'Afrique, l'adaptation était l'élément le plus important. Et l'accord de Paris a acté cela sans qu'on sache très bien comment ce sera mis en œuvre. Donc la COP 22 à Marrakech est la COP qui va définir comment tout cela sera mis en œuvre. Nous avons l'expérience malheureuse du protocole de Kyoto, où la mécanique qui a été mise en place n'a pas beaucoup bénéficié à l'Afrique. Nous disons que cette fois-ci, nous devons insister pour qu'on décrive très clairement comment l'Afrique va bénéficier du Fonds vert climat. Mais surtout, qu'on dise comment le Fonds vert climat va atteindre les collectivités territoriales, là où ça se passe. Donc il faut bien qu'on donne des capacités aux maires d'agir si on veut qu'il y ait des changements réels. Et c'est pour ça que les élus locaux et régionaux d'Afrique se réunissent à Cotonou pour donner une position africaine sur la COP22. Et donc nous aurons avec nous une discussion constructive pour que la position africaine des élus locaux et régionaux soit entendue à Marrakech. Et elle sera présentée au cours d'un sommet des 1000 maires du monde pour le climat qui sera organisé le 14 novembre 2016 à Marrakech. Et ce regard sur nos forêts, le projet d'appui à la gestion des forêts communales en cours au Bénin depuis 2007. La phase 2 du dit projet va bientôt démarrer. Les parties prenantes se sont retrouvées à Cotonou pour tirer les leçons de la première phase. Daniel Ajda, Jean-Claude James. Entre 1990 et 2000, selon les chiffres officiels, 70 000 hectares de forêts sont dégradés par an. Le projet d'appui à la gestion des forêts communales PAGEFCOM voit le jour pour arrêter la saignée. 23 communes
environ 8 ans de mise en œuvre, les acquis sont au cœur des débats. Au niveau de ces 23 communes, nous avons planté plus de 5500 hectares. Et chaque commune, il y en a qui en ont fait 300, 200, 100, sauf 2, Calavi et Boyko, qui n'avaient pas de terre de disponible parce qu'il n'y a plus de population, ils n'en ont pas, donc n'ont pas de plantation communale. Nous avons aussi aménagé 63 forêts sacrées. Nous avons aidé ces 23 communes à réaliser leur schéma directeur d'aménagement. Nous avons aussi, par un fonds de développement local, aidé ces 23 communes à réaliser des centaines de forêts, des centaines d'écoles, des hôpitaux, des marchés, des magasins de stockage. Et aussi, nous avons créé, c'est pour la première fois dans la sous-région, 3 ranches. La Banque africaine de développement reste le grand partenaire de ce projet. L'institution s'est déjà engagée pour la deuxième phase et cet atelier vient à propos. La rencontre d'aujourd'hui devra vous permettre de vous prononcer sur l'ensemble des champs d'intervention de la deuxième phase et aussi d'internaliser les actions à planifier. Ces actions induiront la consolidation des acquis de la première phase, mais surtout apporteront des réponses idoines aux différentes questions de développement durable de la foresterie communale au Bénin. La phase 2 du PAGEFCOM prend en compte 25. Et cette ambition nourrie par le Bénin atelier de présentation du rapport de la commission d'études sur la compétitivité des produits béninois sur le marché nigérian. La rencontre a rassemblé les experts du commerce ce mardi à l'Infosec à Cotonou. Blaise Adampo, Marie-Louise Perrin. Comment rendre plus compétitifs les produits béninois sur le marché nigérian? La question a été étudiée par une commission d'experts. Elle a présenté son rapport qui a relevé certaines contraintes qui ralentissent la commercialisation des produits du Bénin vers le Nigeria. Elle fait tout de même part des recommandations à l'endroit du gouvernement. Les Nigériens nous ont dit qu'ils voulaient s'assurer que l'offre proposée soit effectivement garantie. À côté de ça, la question d'encadrement. Il faut que l'encadrement soit fait au niveau des producteurs afin que ceux-ci soient plus productifs et répondent à la demande des marchés. Autre élément important, c'est la question financière. Il faut sécuriser le corridor béninois afin que les opérateurs économiques se sentent à l'aise à utiliser le corridor béninois pour transiter leurs marchandises. Recommandation bien reçue selon le ministre du Commerce. Il y a eu des expériences dans le monde. Il y a des expériences. Le Bénin n'a pas à inventer la roue. Nous avons à faire en sorte que nous ayons une gestion intelligente de notre voisinage avec le Nigeria. Je me réjouis que ce rapport soit de très bonne qualité, que ce rapport ne soit pas juste de la spéculation, mais que les données empiriques concrètes aient émaillé le document de telle manière que ça offre des champs d'action, ça offre des champs d'innovation, ça offre des possibilités pour le Bénin de mieux se porter dans les échanges avec le Nigeria. Cette séance se trouve être bénéfique pour le Bénin de par sa position géographique par rapport au Nigeria. Lire le passé et écrire l'avenir, c'est autour de ce thème que se mèneront les réflexions sur la 15e journée de l'alphabétisation. En prélude à cette journée, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a livré son message. Suivez plutôt au micro de Hospice Horton et Mathieu Soken. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, en 1965, à l'issue du Congrès mondial des ministres de l'Éducation sur la lutte contre l'analphabétisme tenu en République d'Iran, le 8 septembre a été instituée Journée internationale de l'alphabétisation. Ainsi, demain 8 septembre 2016, notre pays va célébrer la 51e édition de cette journée de concert avec les autres nations du monde.
Cette célébration vise à attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux sur la nécessité d'allouer les ressources humaines, matérielles et financières conséquentes pour l'éradication de ce grand fléau social que constitue l'analphabétisme. Au Bénin, les personnes âgées de 15 à 59 ans représentent 48,9% de la population totale. L'État n'a pu couvrir que 2236 centres d'alphabétisation contre un besoin de 118 317 centres au titre de la campagne 2014-2015. Le gouvernement montre sa détermination à faire de l'alphabétisation fonctionnelle un outil au service du mieux-être des citoyens. Bientôt le démarrage des travaux de construction du pont Paou-Tori-Tori-Alada. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, est allé s'enquérir du dispositif transitoire que l'entreprise en charge des travaux pense mettre en place pour prévenir les accidents. Dieudonné Abimbola, Jules Kwaikou et Ubzi Sozono. Le calvaire des usagers de la route Paou-Tori-Alada bientôt passé. Le directeur des infrastructures annonce la validation de l'étude du plan des travaux pour la semaine prochaine. Mais en attendant, Jacques Ayadji vient se rassurer du dispositif sécuritaire préalable. On doit mettre des portiques à l'entrée de Paou ici. On va mettre aussi à la sortie de la digue. En temps, la difficulté qui pourrait se poser, c'est un peu la difficulté liée à certains riverains qui commandent du sable et autres. Il faut inclure également les autocars, les bus là. Eux aussi ne pourront pas passer par ici. Les bus, je ne vais pas donner des noms, mais vous connaissez les gens du bus dont je parle. L'entreprise va aussi être amenée à faire du désherbage et à les faire régulièrement pour permettre aux usagers d'avoir une vue claire. Des recommandations bien reçues par la directrice des travaux. Nous prendrons les dispositions selon les instructions reçues du DGTP et de commun accord avec la mission de contrôle pour que cela soit fait au plus tôt. Le directeur général des infrastructures en profite pour sensibiliser les riverains sur quelques désagréments liés aux travaux. Je lance un appel au syndicat des transporteurs de nous accompagner parce qu'on a pris une décision qui peut leur créer des nuisances, mais c'est pour la bonne cause. Nous fermons cette session au trafic lourd et au trafic des autobus pour la sécurité de ces usagers-là. La construction de cette digue va s'étaler sur une période de 8 mois. Les acquéreurs de parcelles de Kosija dans la commune d'Abomey-Calavi unissent leurs forces. C'est à travers la création de l'association des acquéreurs de parcelles pour le développement de Kosija qu'ils veulent défendre leurs intérêts. Ils ont tenu un congrès pour l'élection de leur bureau. Blaise Adanko, Marie-Louise Perrin. C'est une première dans l'histoire de ce village. Des acquéreurs de parcelles s'unissent pour défendre leurs intérêts. Il y a longtemps qu'ils subissent la loi des propriétaires terriens. L'un des objectifs de l'association, c'est que nous avons pensé que nous sommes laissés pour compte. En nous constituant comme association, on pense que nous serons à même de faire face à nos destins, à identifier ce que nous sommes, et affirmer notre identité et participer aux œuvres de développement. On n'a pas autre pensée que ça. Au-delà des intérêts associatifs, c'est du développement de Kosija qu'il est question. Chacun des membres s'engage à y participer. Notre association, ça va nous permettre de nous solidariser davantage parce qu'on est venu d'horizons divers et on s'est retrouvé à Wedo, Kosija. Donc on s'est dit on va nous mettre ensemble parce que le lotissement de notre zone est en cours. On a eu l'idée de nous mettre en association
pour développer notre localité. Après lecture et amendement des statuts et règlements intérieurs de l'association, un bureau exécutif de 7 membres a été élu. Son président, Christian Glessoubé. Échange entre les élus locaux et la population 12e arrondissement de Cotonou au cœur des débats, le développement de cet arrondissement. Pierre est parlé à l'aide au Sureau. Être en contact avec sa population, c'est l'objectif de cette rencontre d'échange du conseil local du 12e arrondissement de Cotonou. Une séance qui a permis de faire le tour d'horizon de certains sujets et de recenser certaines doléances. La promotion de l'auto-emploi à travers la formation dans divers corps d'activité. La création dans plusieurs domaines d'activités génératrices de revenus aux jeunes et aux femmes. L'octroi du microcrédit contre 0 francs d'intérêt aux femmes. Le recensement des habitants. La réalisation du carnet d'hébergement. La réalisation des travaux des voies d'accès afin de les rendre praticables. La continuité dans la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité sont autant d'actions que nous comptons mener pour booster le développement de notre chère localité. Nous ne pouvons rien faire sans vous. Ainsi, le conseil de quartier et moi-même sommes disposés à recevoir de vos propositions pour la continuité des activités déjà enclenchées et la mise en œuvre du reste des actions à mener. Voilà donc en quelques mots les raisons de ce grand rassemblement qui, ma foi, va nous permettre de tracer ensemble le chemin du développement de notre quartier Fieyon-Kouta. Message bien reçu selon le représentant du maire. En tant que deuxième adjoint, je suis chargé, entre autres, de l'assainissement et de la propriété de la ville. Et qu'à ce titre, tout ce que vos propriétaires ici auront comme problème, difficulté là, ma porte est ouverte pour eux. Et si ma porte est ouverte pour eux, c'est que la porte de l'EALI est ouverte pour eux. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour les assister à chaque fois que le problème se posera. À la quête de ressources pour le développement de leur localité, les membres du conseil local comptent sur l'implication des uns et des autres en vue de faire aboutir dans les 5 années à venir le plan de développement communal PDC. Eh bien, les membres du Parlement de la société civile estiment que les résultats du scrutin présidentiel au Gabon proclamé par la CENAP reflètent la volonté du peuple. C'était à travers une conférence de presse animée à Cotonou. Suivez le porte-parole au micro de Destiny Abigo et Augustin Bono. La mission considère globalement que l'élection présidentielle du 27 août 2016 a été libre, transparente et organisée de manière acceptable. Elle a certes évoqué des insuffisances dues au retard observé dans l'ouverture des bureaux de vote à Libreville, à Franceville et à Lambérédé. Et cela dû au manque de matériel dans quelques bureaux de vote et à l'absence des représentants des candidats dans certains bureaux de vote. La mission a aussi dénoncé l'intimidation et la violence de certains Gabonais sur les électeurs, précisément dans le 4e arrondissement de Libreville. Nous avons estimé, avant d'être ici aujourd'hui à Cotonou, qu'il était important de garder le calme, d'attendre que la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à confirmer le résultat produit par la Sénat, donne son avis, avant bien évidemment de demander à la Sénat, au ministère de l'Intérieur, de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. À ce stade, nous estimons qu'il faut laisser le temps aux autorités, aux institutions que les Gabonais se sont donnés d'aller jusqu'au bout du processus. Une note de sport pour finir. La Bavé remporte au tir au but la première édition du tournoi de dépôt organisé par les frères Laurent et Léonard Kouessi dans la commune d'Aplaoui. Voici le compte-rendu de Gilles Akoeko et de Ixi Sozono. Après 3 mois de compétition, l'Agbavé en jaune et Dekandji en bleu grena les 2 meilleures équipes de l'arrondissement de Dépôt dans la commune d'Aplaoué s'affrontent en finale du tournoi organisé par les frères Kouessi. Un sprint final très attendu par les fans du foot de la localité.
L'entame de match est très intense, mais au bout d'une vingtaine de minutes, la rencontre baisse en intensité. La mi-temps intervient sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, le score ne change pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'Agbavé remporte finalement le trophée 4 tirs au but à 3 lors de l'épreuve fatidique des tirs au but. Vraiment, je remercie le promoteur, notre grand frère depuis les GSA qui a pensé à nous et puis il a initié ces projets, cette activité. Vraiment, il nous a émerveillés. Ça prouve qu'il pense à nous. Vraiment, je suis content. Nous sommes très contents. Nous n'avons pas regretté. Nous sommes très contents. L'année prochaine, nous allons essayer de faire tout possible pour agrandir ça. Ça doit être dans les autres arrondissements, les 7 arrondissements de la commune d'Aplakoui. Nous allons faire tout possible pour organiser ça. Au thème de cette belle soirée footballistique, les 2 finalistes ont reçu un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe financière. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h le point de la visite du président de la République en Afrique de l'Est, un entretien sur les conclusions du conseil consultatif et les feuilletons, les choix de l'amour et oui, Vartuyo. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h30 avec Jérôme Humbo. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.